les outils ont changé, les horizons de trading ont changé. Bon, le CAC, ok, pourquoi pas, bah, c'est haussier, figurez-vous. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ça monte. Donc tous les indicateurs sont haussiers, évidemment. C'est pas aujourd'hui qu'ils vont passer baissier. Les suracheteurs ou les survendeurs, entre guillemets, hein, tout ce qui est indicateurs de surachat, survente, le sont déjà depuis un certain temps, bien souvent. Donc ils s'auto-optimisent. Évidemment, dès que ça s'arrête, ça freine, ils sont moins suracheteurs ou moins survendeurs, et puis ça repart. Donc l'intérêt est limité. L'analyse technique est haussière, l'analyse chartiste est haussière, même si l'analyse chartiste fait partie de l'analyse technique au sens large du terme, mais on peut les différencier, l'analyse technique, outil mathématique, l'analyse chartiste, interprétation d'un graphique. Donc la tentative de comprendre l'état psychologique du marché à l'instant T par le graphique. Moi, je vais être assez simple dans mon approche. J'achète, je cherche à acheter, et je privilégie des sens, haussier ou baissier. Donc là, comme je le dis chaque jour sur BFM à 10h35, je suis acheteur. Très fortement depuis que les 4030 étaient franchis, considérant que depuis l'annonce du QE, nous avons un changement de perception des choses. On ne peut plus voir les choses de la même manière. On est sorti d'une situation qui a duré 4 ans, 5 ans. On va dire entre 2000, septembre 2011, là, quand on a fait le trou d'air, et puis après c'est reparti. Voilà, on va dire, allez, la rupture pour moi de la phase, c'est juillet 2012, où tout le monde était baissier, et moi je prévoyais que 3450, on l'a fait très vite, puisqu'avec les déclarations de Draghi, ça a été le premier impact de changement de situation. Et depuis, on était rentré dans une situation de chaos un peu, avec des mouvements assez violents, vite parfois. Même ce chaos, on l'a eu fin d'année 2014 et on l'a eu début 2013. Hein. Parce que si aujourd'hui on est à 5100, en tout cas pas loin, il ne faut pas oublier qu'on a fait 3009 encore au début de l'année. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez violent. C'est violent, et puis c'est facile de dire après il ne fallait pas bouger, mais en général, ceux qui ne bougent pas, c'est à 3009, c'est ceux qui ne bougent jamais en définitive. La difficulté, c'est quoi faire en fonction d'un contexte, en définitive. C'est-à-dire, c'est bien beau de définir des objectifs long terme, mais le problème, c'est qu'il faut tout le temps les remettre en cause. C'est ce qu'on a fait pendant des années. Là, c'est vrai que, pour une fois, on va dire, à cause de ce QE, ou grâce à ce QE, vous avez la possibilité peut-être de jouer un objectif de hausse long terme, c'est-à-dire un marché, en tout cas, qui ne peut pas baisser, parce qu'il y a des artifices, parce qu'il y a des choses qui sont faites pour qu'il ne baisse pas. Ou très peu. Et c'est vrai que c'est très bizarre de travailler des marchés comme ça. Donc là, par exemple, l'idée, c'est de définir des niveaux à partir desquels il y a un changement d'intérêt, de savoir sur qui est la pression. Et la pression, aujourd'hui, elle est sur les vendeurs à découvert, donc il faut qu'ils se rachètent. Et dans les vendeurs, il y a ceux qui ne sont pas assez acheteurs, notamment dans les fonds, dans les hedge funds où les performances ont été très mauvaises en 2014. Donc, on peut dire que le marché n'est pas vulnérable, n'est pas rendu vulnérable par ce qui s'est passé ces derniers temps. Et la hausse entraîne de la hausse parce que plus ça monte, moins ça génère des forces de baissière. La hausse entraîne la hausse. La construction des marchés va dans le sens d'une amplification des mouvements jusqu'à épuisement. Mais cet épuisement n'est pas là parce qu'il y a le QE, justement. Et c'est ça qui est terrible. C'est ça qui change la perception des choses. Donc c'est pour ça que moi, par exemple, mon travail, ça consiste à d'abord déterminer des sens prioritaires dans lesquels je vais intervenir, de manière à optimiser mes probabilités de réussite, parce que la bourse, ce ne sont que des probabilités de jouer une hausse ou de jouer une baisse. Donc les probabilités, évidemment, sont optimisées grâce à l'analyse technique, chartiste, contextuelle aussi, comprendre dans quel contexte on évolue. C'est important tout de même de comprendre les flux de marché. Est-ce que ce sont des flux entrants, des flux sortants, donc des flux d'investisseurs, des flux de spéculateurs? Tout à l'heure, j'entendais que les institutionnels font le marché. Nous faisons tous le marché. Et en intraday, dans la journée, je peux vous dire que la plupart des gens qui font le marché ne sont pas les institutionnels peut-être auxquels vous pensez, parce que dans le mot institutionnel, il y a beaucoup de gens. Il y a des gérants de portefeuille, il y a des arbitragistes, il y a oui, c'est les deux principales en fait, activités, gérants et arbitragistes. Les banques, de toute façon, ne font pas de trading directionnel, sauf pour vous dans les fonds. Mais ils ne le font pas pour eux-mêmes.
Pour eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de l'arbitrage. Ils achètent un produit sous une forme avec un taux d'intérêt à 0 quelque chose, une vol par exemple aujourd'hui à 15,70 et ils la revendent avec une vol à 21 ou à 22, ils essayent de... Voilà, et puis un taux d'intérêt à 3-4%. C'est ça le boulot des banques aujourd'hui, c'est de faire de l'écart, sans risque. Donc l'idée c'est de trouver des niveaux à partir desquels, je dirais, les forces inverses. C'est compliqué. Très compliqué. Ça demande l'interprétation d'un graphique demande beaucoup d'expérience et même l'interprétation d'un signal technique. Les signaux techniques bruts de décoffrage, c'est compliqué, c'est pas facile à jouer parce qu'il faut jouer la danseuse bien souvent. Donc ça passe achat, ça passe vendeur. Donc il faut faire à la fois, je pense, de l'analyse technique et chartiste et contextuelle. Donc par exemple, moi, ce que je fais, c'est de proposer des niveaux à partir desquels on va par exemple cesser d'acheter. Et ce qui est fou, c'est que souvent, ce sont des niveaux, parfois même dans la journée, tellement les écarts sont violents. Quand on a commencé à baisser au début de la semaine, là, enfin, c'était quand je suis fatigué, là, parce que j'ai vraiment beaucoup tradé. C'était mardi, non ouais, c'était avant-hier, mardi. Vous vous souvenez, quand on a fait 4933, c'était mercredi, non mercredi ils étaient... C'était hier? Putain, ça va tellement vite. Ah, c'est ça, jeudi. Ça va tellement vite. Oh, je sais plus. Et le vendredi, moi, je suis KO, hein, je vous le dis tout de suite. Mais c'est pas grave. Bon, quand on a fait 4933, ils étaient tous... Bon, c'est pas grave. En horaire, ça c'est hier, on était à 4932 hier. Et aujourd'hui, on a fait ce mouvement-là. Non, mais bon, de toute façon, c'est pas très grave. Quand on est allé à 4933, ils étaient tous là à dire que le marché allait donner des signes de faiblesse, etc. Non, pas du tout, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait aucune pression vendeuse. Et justement, le truc, c'est de trouver le niveau à partir duquel, en effet, cette pression va changer de côté. Est-ce que c'est les acheteurs qui sont dans la galère ou est-ce que ce sont les vendeurs qui sont dans la galère, considérant que c'est toujours celui qui est mal, celui qui n'est pas bien sur sa position, qui va agir. Celui qui est bien, il laisse porter, ou il a déjà allégé, il laisse porter. C'est ce qui se passe pour les acheteurs depuis un certain temps. Ils sont à l'abri du risque, ils ne voient même pas de quoi s'inquiéter, ils sont tellement gagnants, ils ont allégé, et ils ne sont même pas suffisamment acheteurs par rapport à l'amplitude du mouvement. Donc par exemple, moi j'avais proposé 4810 comme niveau à partir duquel je neutraliserais la situation avec, si vous voulez, un arrêt franc, mais pas un retournement de tendance. Donc je continuerai à privilégier l'achat quand il y aurait des situations d'achat. Mais alors à ce moment-là, ce sont des signaux techniques, market timing, intraday notamment, jusqu'à un niveau qui est assez éloigné, comme 4560. Ah, c'est loin, ben, c'est chiant, mais c'est loin. Ben oui, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas remonter des niveaux d'alerte aussi vite que le mouvement lui-même. Sinon, il n'y a plus de cohérence. Vous savez, si le marché a gagné 1000 points par rapport à un point d'équilibre qu'on avait à un moment donné autour de 4100, c'est pas pour rien. Et comme c'est pas pour rien, ben, il va pas baisser pour rien non plus. Donc c'est là la difficulté de remonter les niveaux de retournement de tendance. Donc je considère qu'il faut chercher toujours à acheter malgré la situation que l'on a, c'est-à-dire une hausse assez exceptionnelle des marchés, c'est compliqué, c'est vrai. 7 semaines de hausse d'affilée, cette semaine on a baissé un tout petit peu, c'est pas méchant, c'est rien du tout. 7 semaines de hausse, c'est énorme, mais il y a le QE. Vous avez vu ce que ça a donné aux États-Unis, et depuis que c'est arrêté, ça s'est calmé. Alors, les Américains ne sont pas fous, ils ont acheté chez eux, puis les Américains, de toute façon, ils fonctionnent toujours de la même manière. Quand ça va mal dans le monde, ils privilégient leur propre monnaie, leurs propres intérêts, leurs propres actions, c'est comme ça. Ils disent, nous sommes les plus forts, nous sommes les plus grands, nous sommes les meilleurs, donc de toute façon, je ne vais pas acheter de l'euro ou du Japon, de l'Asie, etc. Donc ils achètent chez eux, et c'est ce qui s'est passé pendant un certain temps, le marché américain a monté. Et puis à un moment donné, bah oui, alors le QE s'arrête. Par contre, il y a un QE qui démarre en Europe. Ah, ça serait pas mal pour un investisseur américain que l'euro baisse pour pouvoir acheter de l'euro pas cher. Et donc, comme par hasard, l'euro s'est mis à baisser, le dollar s'est mis à remonter. Donc du coup, eux, avec une baisse comme ça de 30% pratiquement par rapport au plus haut de l'euro, ils peuvent, grâce au dollar, acheter de l'euro. Enfin, ils achètent des valeurs françaises, européennes et surtout allemandes,
ils ont acheté beaucoup de valeurs allemandes, mais beaucoup de valeurs françaises aussi, hein, avec pratiquement, entre guillemets, une décote de 30% par rapport à ce qu'ils auraient pu faire il y a 1 an. Dites-moi, c'est pas la même réflexion que nous avons à acheter de l'euro avec de l'euro et des valeurs euros pour lesquelles on retrouvera de l'euro. Eux, ils vont retrouver du dollar. Donc la variation, si vous voulez, éventuellement négative de la valeur européenne, si l'euro s'est repris dans 1 an ou 2 ans ou 3 ans, on va parler par exemple de 16 mois après le QE, ils s'en foutent un petit peu. Même si ça ne monte pas beaucoup, si l'euro est remonté, ils vont gagner beaucoup d'argent. Je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des marchés qui montent et qui, a priori, ne sont pas prêts d'arrêter de monter. Je ne sais pas jusqu'où, parce que de toute façon, se fixer des objectifs, c'est s'empêcher de gagner beaucoup d'argent potentiellement. Donc, il faut, dans les plans qu'on se fixe sur les marchés, il faut se dire, voilà, je choisis un sens. J'essaye de rentrer le mieux possible. Alors, évidemment, pour vous, aujourd'hui, rentrer peut-être sur un marché, pour quelqu'un qui s'y intéresse, il hésite. Il se dit, mince. Et c'est là où il faut choisir, c'est-à-dire établir un plan, en définitive, un plan à partir duquel on va peut-être trouver un niveau de repli pour acheter. C'est ce que je fais chaque jour. En définitive, moi, je propose quelque chose et vous disposez. Hein. Moi, je le fais, vous savez, c'est pas... On fait ça gentiment, hein. Voilà, c'est un plaisir de le proposer. Parfois, c'est dur hein, d'être tous les jours sur BFM, mais comme je dis souvent, parfois c'est chiant, et puis 4 jours sans le faire, ça manque. Donc, trouver des niveaux pour intervenir à l'achat, parce qu'on a décidé que c'était acheteur et qu'il n'y avait rien pour l'instant qui pouvait nous faire penser le contraire, et trouver le niveau à partir duquel on dira j'arrête d'acheter. Ouais, ça c'est dur, hein. Mais il n'y a que ça à faire. Hein. Parce que quand vous êtes acteur des marchés, ben une fois que vous avez acheté, il faut quand même penser au stop loss. Bon, évidemment à l'objectif. Et l'objectif va vous servir peut-être à alléger. Et tout dépend des flux vous-même de capitaux. Est-ce que vous allez avoir des flux entrants, des flux sortants? Enfin, je ne sais pas. Vous allez répartir votre capital, mais vous allez faire quoi? Parce que de toute façon, les taux ne rapportent plus rien. Vous risquez d'être confronté à un moment donné, de remonter les taux d'intérêt. Non, c'est... Enfin, c'est facile de gagner de l'argent. C'est trop facile, on va dire. Voilà. C'est presque trop facile. J'ai l'impression parfois de revivre l'époque 2000, où tous les plus mauvais gagnaient le plus. C'était les pires. Moi, je me souviens, vous savez, en septembre 2000, j'avais déclenché un signal de vente. C'est comme ça. Et BFM, parce que BFM existait déjà, c'était la radio, personne n'écoutait. Mais moi, je fais BFM depuis que ça existe et il n'y avait pas un auditeur. Hein. Aucune retombée. Hein. Je ne fais pas ça pour les retomber parce qu'il y en avait 0. Mais quand même, elle me charriait, je me souviens. Elle me disait, bon, Jean-Louis, vous êtes vendeur? Je dis oui, je suis vendeur, c'est vrai, ça baisse pas trop pour l'instant, ça stagnait beaucoup. Mais s'il y a encore 10, 20, 30%, je laisse aux autres, tant pis. Et puis, bon, les gens se foutaient de nous. Je me souviens d'un salon que André avait organisé, parce que je crois qu'en 2000, c'était un des premiers, hein, c'est ça, hein, le premier salon à la Maison de la Chimie. Tu vois, je m'en souviens bien. Et les gens venaient nous voir et ils nous disaient, vous avez gagné combien, vous, cette année? Je ne savais pas quoi leur répondre. Bon. Ah, parce que moi, j'ai gagné beaucoup. Hein. Et puis, ils passaient leur temps à nous expliquer qu'ils avaient gagné beaucoup d'argent. C'est sûr qu'en 2001, c'était plus la même musique. Hein. Je peux vous dire que là, il n'y avait plus personne. Bon, voilà, quoi. Donc, c'est haussier, mais ça, vous le savez déjà. Il faut acheter, vous le savez déjà. Il faut viser quoi? Je ne sais pas. Il faut retourner sa position, ça, je sais. Je ne sais pas si ça va marcher, mais au moins, moi, c'est clair dans ma tête. 4810, j'arrête d'acheter temporairement. Et 4560, je retourne à la baisse. Voilà. Ça va changer, ça va bouger. Sur le Standard & Poor's, par exemple, j'avais proposé... ça finit par 30, mince, on est à combien? 2000... je sais plus, je suis cassé, moi. 2030, non? 2050, on est à 2050, là, je pense. 2057. Ouais, c'est ça. Le retournement, moi, je l'avais proposé sous... voilà. Bon, là, vous avez le standard cash, là. Alors, c'est pareil avec les dividendes, les futurs, ça code pas de la même manière. On avait eu une discussion, d'ailleurs, l'année dernière, à ce sujet. Il décode parce qu'il ne tient pas compte des dividendes, le Standard & Poor's. Je vais le répéter.
Et du coup, le futur décode sur le cash qui va perdre des points à cause, enfin, on va dire, des dividendes. Donc en gros, le signal de vente sur le futur Standard & Poor's contrat juin, il va se déclencher sous 2028. Ça peut, a priori, sous cette zone que je mettais. C'est très près, par contre, là. C'est très très près. Vous savez qu'on a fait 30 il y a pas longtemps, là. Bon, après, il y a des petites marges à prendre. Mais c'est très différent de ce qu'on observe en Europe, puisque ce sont les Américains les principaux investisseurs en Europe. Voilà. Donc, bon, moi, je ne regarde pas l'Eurostoxx. Pour moi, c'est un marché qui n'offre aucun intérêt pour vous. Pour la bonne et simple raison, c'est que le tick de cotation, il est à 1 point. Je suppose que vous ne gérez pas des milliards. Donc, c'est un marché d'arbitrage. C'est uniquement un marché de benchmark. Donc, je ne vois pas ce que vous allez foutre là-dessus. Donc, vous avez 2000 ou 3000 offres et demandes à chaque prix. Franchement, je ne vois pas l'intérêt. Alors qu'on est au demi-point sur le CAC, on est au demi-point sur le DAX, il y a beaucoup moins de volume, de densité, immédiatement disponible. Mais sincèrement, je ne sais pas par combien vous travaillez, mais moi, vous savez, je travaille au minimum par 25 CAC, 25, 50 et 100, et le DAX par 5 en moyenne. Il y a de quoi faire, déjà, vous savez, il y a de quoi faire. On fait des journées à 10, 20, 50 000 euros, il n'y a pas de problème. Enfin, en plus ou en moins. Mais ça va vite. Donc, bon, à moins que, évidemment, vous ayez besoin de travailler des marchés d'arbitrage, m'étonnerait. Donc, c'est vrai que je ne regarde pas du tout l'Eurostoxx. Maintenant, c'est le CAC qui est le plus pondéré. Enfin, en tout cas, à une époque. Mais vous savez que les marchés sont faits pour monter, puisque les valeurs qui progressent sont de plus en plus pondérées. Et le pire de tout, c'est le DAX, puisque le DAX, lui, il intègre les dividendes. Donc, évidemment, il est encore fait pour monter davantage. S'il y a 3% de rendement par an, vous vous rendez compte, il y a 3% d'intérêt